Ok, c'est parti pour la revue du marché. Avec les marchés boursiers qui ont explosé aujourd'hui, le S&P 500 qui publie sa meilleure semaine depuis novembre et le Nasdaq qui bondit de 2%. Donc moi, j'ai regardé mes actions. C'était une journée magnifique. Les actions technologiques, surtout Nvidia, tout ça, voilà, qui ont tous explosé. Tout ça porté par principalement Google, dont la maison mère est Alphabet. Et donc Alphabet qui a connu sa plus forte croissance depuis 2015 grâce à de solides bénéfices. Et donc ils dévoilent aussi un premier dividende et un rachat de 70 milliards. Donc un rachat d'actions pour booster en plus l'action. Donc là c'est du tout bon hein, pour Alphabet Google, hein. Derrière c'est Google que vous connaissez avec YouTube, tout ça. Et donc, voilà, là, on a eu une explosion de l'action Google par la suite. Donc déjà, Alphabet dépasse de nouveau hein, les 2000 milliards de capitalisation boursière avec cette explosion à la hausse. Alors là, je ne sais plus exactement où ils en sont. On va aller voir en direct. Enfin, voilà, à l'heure où j'enregistre. Je ne sais pas s'ils ont redépassé Nvidia ou pas. Je pense pas parce que Nvidia aussi a bien explosé. Mais voilà, les deux sont à plus de 2 milliards de capitalisation, 2000 milliards de capitalisation boursière. Mais comme Nvidia aussi a explosé, ça fait que voilà, les deux se tiennent à peu près. Mais voilà, Google qui revient dans la danse, hein. Il ne faut jamais enterrer. Alors que moi, je craignais, en tout cas dans la bande là, des 7 magnifiques, pour moi, c'était Google qui allait plomber. Parce que on voyait que dernièrement, avec les revenus publicitaires, c'était pas trop ça. Et bah là, ils m'ont fait mentir. Là, ils ont explosé leurs résultats. Et ils ont emporté tout le marché, tout Wall Street, toute la bourse à la hausse. Aussi bien tous les indices, aussi bien le SP 500 que le Nasdaq, que le Dow Jones, grâce à Google. Donc, comme je vous l'ai dit, donc Alphabet Google annonce son premier dividende. L'action s'envole. Donc, ils sont quasiment plusieurs maintenant, même dans les 7 magnifiques. On a Nvidia maintenant qui propose un dividende. On a Meta, Facebook. Donc, tous, ils commencent à se mettre au dividende petit à petit. Donc, bon, c'est très léger. Hein. Ce n'est pas les dividendes aristocrates qu'on connaît, voilà, des anciennes actions historiques. Mais voilà, c'est un bon début. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, on n'a pas eu que Google. L'autre bonne nouvelle est venue de Microsoft qui a aussi explosé ses revenus et tout ça, qui a battu tous ses bénéfices et qui est porté par l'intelligence artificielle. Donc quand on regarde les principaux revenus, on voit déjà que ça vient surtout des serveurs. Des serveurs pourquoi? Parce que c'est les serveurs liés à l'intelligence artificielle. Et ensuite, on a la gamme Microsoft Office qui est toujours là, qui est le plus utilisé avec Microsoft Word, tout ça. La Xbox, c'est le gaming. Ensuite, Windows, un peu moins utilisé. Bon, les PC portables, mais Windows risque de revenir puisque Microsoft va faire des PC sur l'architecture à base de l'architecture ARM avec sa coalition avec Qualcomm. Et là, ça peut être les mêmes PC que Apple propose avec voilà, des semi-conducteurs super efficients, tout ça. Donc à voir. Et ensuite LinkedIn, Search et tout ça. Donc Microsoft qui aussi alimente la hausse de la journée, l'explosion des marchés boursiers. Bien sûr, Nvidia, plus 6% aujourd'hui. C'est un rallye magnifique. L'intelligence artificielle qui repart en plein boom après la forte baisse, hein. Voilà, faut déjà que ça rattrape les pertes de ces derniers jours, mais on est bien parti pour rattraper tout ça et Nvidia aller chercher les 1000 voire 1400 dollars comme c'était promis par les analystes. Donc très bien par rapport à ça. Une action qui a encore plus explosé que Nvidia, Google ou Microsoft, voire les trois réunis, c'est Snapchat. Donc là, plus 28% en une seule séance pour Snapchat. C'est assez phénoménal. Bon, Snapchat, en vrai, ils sont au fond du trou, hein. Enfin, quand on regarde voilà, sur les 5 ans, vous voyez bien que c'est à plat. C'est à plat. Snapchat a des grosses difficultés par rapport aux revenus, on va dire, publicitaires, tout ça. Mais ils ont fait le nécessaire. Et pour une fois, ils ont dégagé des forts bénéfices de ça. Et là, regardez, l'action qui a explosé de plus 28% en une seule séance. Donc, est-ce le début de quelque chose pour Snapchat? On verra. Mais plus 28% en une séance, c'est énorme. Oui. Donc, toutes ces actions ont explosé malgré les chiffres de l'inflation. Les chiffres sont sortis et l'inflation qui continue à dépasser, excusez-moi, à dépasser les attentes et à repartir à la hausse. Donc ça, c'est des chiffres qui devraient inquiéter les marchés, mais les marchés
ont tellement été emportés là par les résultats de Google et Microsoft que les marchés ont balayé cette info d'inflation qui est plus élevée que prévu. De toute façon, les investisseurs ont globalement encaissé le fait que la Fed ne baissera pas ses taux même d'ici la fin de l'année. Donc maintenant, ce que fait l'inflation, bon bah ça y est, les investisseurs ont digéré. C'est ce qui a contribué à la forte chute des actions ces derniers jours. Et là, les actions se reprennent, tout est digéré. Là, les actions repartent et bien aidées par les résultats des entreprises, des actions américaines. Donc, bon, voilà, l'inflation n'inquiète plus trop. Euh, Maintenant, dans tout ça, il y a aussi des actions qui prennent cher, hein. Par exemple, Intel. Et là, pourquoi j'ai quand même souligné cette actualité? C'est pour vous montrer que Intel, c'est une entreprise, on va dire, dinosaure. Et comme toute entreprise dinosaure, au bout d'un moment, il est temps de passer le flambeau. Bon, pas trop pour Intel parce que Intel est en train de se restructurer complètement. En fait, Intel dominait avant les marchés des semi-conducteurs avec voilà, les semi-conducteurs x86. Avec AMD, ils ont longtemps dominé ça pour les PC portables, tout ça. Mais maintenant, avec ARM, Nvidia, Qualcomm, là, la domination est remise en question. Mais Intel est en train de se lancer dans une activité pleine sur la fonderie. La fonderie, c'est les entreprises qui vont fabriquer les semi-conducteurs. Donc Intel souhaite dépasser le leader qui est TSMC, l'entreprise taïwanaise. Et là, bon, en attendant, ils perdent sur leur segment principal, les semi-conducteurs, les PC. Et donc, ils chutent. Mais ils pourraient se relancer plus tard lorsque leur fonderie tournera à plein régime. Donc, il faut quand même souligner, voilà. C'est pour ça qu'il faut anticiper, il faut faire beaucoup de lectures, il faut lire tout ce qui se passe dans l'actualité et essayer de tirer une vision de tout ça pour investir sur le moyen long terme. Donc, à noter et pour la toute première fois de son histoire, Total Energy dépasse les 70 euros. Donc, c'est le prix le plus haut pour cette action française, hein, nouveau plus haut historique pour le géant pétrolier, ce qui montre que voilà, le pétrole, l'énergie, ça meurt jamais, surtout le pétrole. Et là, Total Energy, action française qui en profite. Maintenant, Total Energy qui songe à changer sa cotation principale sur le New York Stock Exchange. Donc Total Energy est listé sur le CAC 40 français. C'est une des plus belles valeurs françaises, mais là, il change à sortir du CAC 40 et aller s'exposer sur le New York Stock Exchange où ils vont avoir bien plus de fonds, puisque le New York Stock Exchange attire bien plus d'investisseurs. C'est l'indice standard mondial. Enfin, c'est aux États-Unis, à Wall Street, que tout se passe. Et donc, Total veut peut-être augmenter sa rente, en fait, viser plus d'investisseurs en allant se coter sur le New York Stock Exchange. Donc, après, ils disent que ce serait une décision légitime parce que les institutionnels US détiennent 40% du capital, dont 7% pour BlackRock. Donc quasiment la moitié est détenue par des fonds américains, la moitié des actions de Total Energy. Et donc ce serait une sacrée perte pour la bourse de Paris. Encore une fois, bon, de toute façon, la France brade tout et donne tout. Et là, bon, maintenant même les actions ont envie d'aller voir ailleurs. Bon, c'est comme ça. Avant de passer à l'actualité en Europe et en Asie, pour les États-Unis, en tout cas, on a Truth X. Vous voyez, là, c'est la plateforme où je vous dévoile quasiment toutes mes informations. Pour moi, X, c'est là où il y a toute la vérité, c'est non censure, c'est la plateforme d'Elon Musk. Et là, bien sûr, X était l'appli la plus téléchargée en Australie il y a quelques jours. Et là, X est l'appli la plus téléchargée au Brésil. Donc Elon Musk dit que les gens veulent la vérité. Et c'est pour ça qu'il télécharge X, anciennement Twitter, puisque c'est là où il y a toute la vérité. Et pour le coup, je valide. C'est là où je prends principalement toutes mes sources d'informations. Je sais qu'elles sont réelles, elles sont vraies et qu'elles ne sont pas censurées. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, pour passer en Europe, c'est l'actualité toujours Russie-Ukraine qui domine, hein, voilà. Et là, il n'y a pas longtemps, on avait noté que la Pologne accueillerait les armes de l'OTAN, voilà, le nucléaire, des armes nucléaires de l'OTAN, l'armée militaire occidentale. Et là, la Russie, à travers Zakharova, qui est sa porte-parole, a déclaré que en cas d'apparition d'armes nucléaires américaines sur le territoire polonais, les objets correspondants rejoindront immédiatement la liste des cibles. Donc en gros, tout le matériel nucléaire qui sera déployé en Pologne sera une cible pour la Russie. Donc la Russie n'exclut pas d'envoyer des missiles vers la Pologne à travers ça. Donc attention,
à ne pas envenimer les choses, puisque une attaque de la Russie envers la Pologne, là, c'est comme s'ils attaquent vraiment l'Union européenne. Parce que là, l'Ukraine, eux, ils sont pas encore dans l'Union européenne, mais par contre, la Pologne, oui. Et là, ça serait une attaque directement contre l'Union européenne. Et là, l'Union européenne devra se lancer dans le... C'est peut-être ce qu'ils cherchent, hein, de l'Union européenne, tout ça. Donc voilà, en attendant, on pourrait croire que voilà, la Russie est en difficulté, tout ça. Petit rappel, le Fonds monétaire international dévoile des prévisions optimistes pour l'économie russe en 2024, ce qui n'est pas le cas de l'économie française, hein. C'est tout le contraire. Donc la croissance révisée à 3,2%, plus 0,6% de plus qu'ils anticipent de croissance pour la Russie, malgré les sanctions. Donc voilà, hein, essor des commandes militaires. Là, la Russie profite, hein, d'un essor que les pays veulent tous s'armer avec tous ces tensions géopolitiques. Faible taux de chômage. En Russie, la plupart de la population travaille et surtout la Chine et l'Inde achètent des hydrocarbures. Ces hydrocarbures, donc tout ce qui est vente de pétrole, tout ça. Donc la Russie qui va avoir plus de croissance que prévu. Donc ça se passe bien pour les Russes, hein. C'est le but des Américains, c'était de les sanctionner au maximum pour affaiblir l'économie russe et derrière affaiblir le rouble. Parce que derrière, c'est une bataille de la monnaie. C'est qui domine la monnaie. Qui a la monnaie la plus puissante domine le monde. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours été le dollar américain. Et les Américains veulent faire en sorte que le dollar reste le roi et marche sur les autres. Et comme ça, ils marchent de manière générale sur les autres pays. Mais ils n'arrivent pas trop à faire dévisser le rouble russe. Donc voilà, en Chine, là, il y a une rencontre entre Anthony Blinken, comment dire, le ministre des Affaires étrangères américaine, et Xi Jinping. Voilà, et plusieurs diplomates chinois en même temps. Et Xi Jinping, le chinois Xi, affirme que les États-Unis doivent accepter la montée en puissance de Pékin pour que les relations s'améliorent. En gros, Xi Jinping dit que les États-Unis doivent s'y faire à la percée et en puissance et à la montée de la Chine sur la scène internationale, tout ça. Et ils doivent s'y faire. Il va y avoir un pôle avec deux puissances. Et les Chinois demandent aux États-Unis d'accepter maintenant qu'il y ait qu'ils soient en concurrence en fait, voilà, en termes de puissance, tout ça, pour que les relations se passent mieux au lieu que les États-Unis cherchent des guerres ou des conflits, on va dire. Donc le chinois Xi Jinping a aussi dit, lance un avertissement, hein. Xi Jinping a lancé un avertissement aux USA. Il a dit que l'Amérique doit arrêter de dire une chose et d'en faire une autre. Donc Washington ne doit pas traiter Pékin et la Chine comme un ennemi. Donc voilà, c'est un avertissement de Xi Jinping que les Américains arrêtent de dire quelque chose et de faire le contraire et de considérer la Chine comme un ennemi, tout ça. Et en attendant, la Chine qui invite les dirigeants du Hamas et du Fatah, donc Israël et voilà le Fatah, je sais plus ce Fatah c'est où, mais à se rendre dans le pays pour discuter de son conflit avec Israël. Donc, même le Hamas et Fatah, je crois que c'est l'Iran et peut-être un autre pays, Liban ou Syrie, je sais plus. Mais voilà, ils invitent en fait on va dire ses alliés, hein, parce que l'Iran fait partie des BRICS maintenant et est allié, l'un des plus proches alliés de la Chine. Et là, la Chine qui invite l'Iran à venir pour parler d'Israël et tenter de apaiser les choses. Et voilà. À l'inverse des USA, la Chine considère la Russie comme la Russie. La Chine, comme la Russie, pense qu'une solution en Palestine passera par une reconnaissance de la Palestine. Et voilà, comme ça, on fait deux États distincts. Comme ça, il n'y a plus de problème. Chacun dans son territoire, au lieu que chacun se batte et s'entretue pour le même territoire. Donc, on verra si la Chine tente de régler ce conflit-là. Donc en attendant, les startups chinoises, donc les véhicules électriques là, très en vogue en Chine, NIO et XPeng se tournent vers les marchés de masse pour croître. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que NIO et XPeng vont lancer des marques de véhicules à bas de gamme ou à prix plus abordable pour toucher un maximum de monde et augmenter leurs bénéfices. Donc ils s'attaquent à cette niche avec des véhicules plus bas en prix, plus abordables, pour tenter de relancer un peu cette hype des véhicules électriques. Et la Chine domine complètement ce secteur-là. Dans le reste de l'Asie, le yen japonais qui tombe en dessous des 256 pour un dollar américain pour la première fois depuis 1990. Donc voilà, le yen qui s'écroule de plus en plus, ce qui va faire que le Japon va être de plus en plus dépendant des États-Unis, complètement vassalisé par les États-Unis.
Je vous ai dit, c'est une guerre de la monnaie. Et les Américains, croyez-moi, hein, ça les dérange pas. Au contraire, ils aiment bien que dominer par la monnaie et faire s'effondrer les autres monnaies pour que les autres pays soient soumis, on va dire, à leur puissance, on va dire. Donc c'est le cas du Japon et même de la Corée du Sud en Asie qui sont complètement maîtrisés par les États-Unis. Donc on passe aux cryptos. Avant de finir ce petit journal, donc la sénatrice américaine Elizabeth Warren écrit une lettre au ministère de la Justice affirmant que les crypto-monnaies sont le moyen de paiement privilégié pour les auteurs d'abus sexuels et d'exploitation d'enfants. Bon, comme d'hab, les États-Unis accusent les cryptos. C'est peut-être vrai, je sais pas, mais voilà, la sénatrice a écrit pour dire que c'est voilà, faut mieux réguler la crypto parce que c'est utilisé pour l'abus sexuel et les trafics d'enfants, tout ça. Donc je sais pas si c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est écrit. De l'autre côté, on a le FBI qui lance une alerte et met en garde les Américains contre l'utilisation de services crypto sans KYC. Donc, vous savez que dans la crypto, la blockchain, les cryptos, en fait, c'est plus décentralisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment obligé de dévoiler nos identités pour utiliser un service. Mais le FBI a émis un avertissement contre ceux qui ne mettraient pas voilà, leur KYC, c'est-à-dire leurs identités, et qui ne se connecteraient pas et qui ne se montreraient pas transparents avant d'utiliser un service parce que le FBI juge que ça se retournera contre eux si jamais il y a un problème. Donc, le FBI souhaite que tout le monde utilise un KYC, comme ça tout le monde est tracé. Bon, ça arrange bien le FBI et les Américains. Je ne sais pas si c'est la bonne chose ou pas, mais bon. En tout cas, le FBI émet un avertissement contre ça. La SEC, notre chère SEC américaine, la police, le gendarme de financier américain qui est dans son combat contre la crypto comme d'hab, et là poursuit Geoncine Mining, donc accusant les fondateurs de fraude de 5,6 millions de dollars. Bon, donc Geoncine Mining avait détourné 1,2 million de dollars de fonds de ses investisseurs, tout ça. Et donc voilà, la SEC qui s'attaque à ça. Après, il le faut quand même. Tant mieux que la SEC mettre ses pieds partout et essaie de réguler, de choper tout ça. Comme ça évite les fraudes et ça nettoie, ça régularise, on va dire, le marché de la crypto. Donc c'est pas une mauvaise chose non plus. Hein. Faut pas, voilà. Donc voilà, ils ont encore chopé une entreprise là de fraude. Donc maintenant, la SEC aussi est attaquée. Hein. Il n'y a pas que la SEC qui attaque. Ici, on a Consensus ici qui voilà, a fait une longue lettre, je ne vais pas tout lire, mais en gros, aujourd'hui, Consensus a intenté une action en justice contre la SEC. L'objectif est de garantir qu'Ethereum reste une plateforme de blockchain dynamique et indispensable, de préserver l'accès. Voilà. En fait, Consensus qui est l'entreprise derrière MetaMask, le portefeuille, le wallet du réseau Ethereum. Donc MetaMask, en fait, chaque réseau blockchain, chaque plateforme de smart contract, comme Ethereum, Solana, Avalanche, tout ça, toutes ces plateformes ont un portefeuille, une porte d'entrée à leur écosystème. On appelle ça un portefeuille, un wallet. C'est comme une extension sur notre navigateur internet où on va cliquer, on va se connecter et pouvoir accéder aux services de la blockchain en question. Et ici, MetaMask, là, avec le célèbre la tête de renard ici, c'est le wallet ou le portefeuille principal de l'écosystème Ethereum. Donc, bien sûr, c'est le plus gros portefeuille puisque Ethereum est le plus gros écosystème et la plus grosse plateforme de smart contract, la plateforme qui vous propose des services. Et là, la maison mère de MetaMask, qui est de ce portefeuille-là, c'est Consensus. Et Consensus, ici, là, a attaqué la SEC pour dire pour que la SEC soit plus claire vis-à-vis d'Ethereum et considère Ethereum comme une marchandise et non une securities. Le Consensus cherche à mettre les choses au clair avec la SEC et veut défendre Ethereum. Donc, on va voir si ils vont réussir. Et donc voilà, ils disent que la SEC ne devrait pas être autorisée à étendre arbitrairement sa compétence pour inclure la réglementation de l'avenir Internet en qualifiant à tort le TH, donc Ethereum, de securities. Donc c'est pas... En fait là, ils sont en train de dire que la SEC ne devrait pas utiliser ses pouvoirs comme ça, là, son abus de pouvoir, pour dicter la crypto et dire que Ethereum c'est une securities. Donc voilà pourquoi ils ont porté plainte. On verra si ça aboutira ou pas. Autre grosse actualité en crypto, Stripe. Donc Stripe qui est une plateforme de paiement qui prend en charge en fait les paiements. Et là, surtout les paiements crypto et crypto stables, les stablecoins. C'est comme les devises mais en crypto. Et donc là, on a Stripe qui annonce qu'ils vont prendre voilà, en charge tous les deux plus grosses stablecoins en charge.
en termes d'acceptation de paiement. Donc, pour accepter les paiements en crypto, bah, c'est des plateformes comme Stripe, ici, là, qui proposent ces services-là. Et ça, c'est énorme pour l'adoption massive, hein. Ça, c'est très important. Donc là, par exemple, on a le PDG, là, enfin, le fondateur de Stripe, ici, là, que vous voyez à l'écran, ici, qui dit que, je vais vous le traduire, je vais le mettre en français, le fondateur de Stripe, Collision, ici, là, il s'appelle Collision, a annoncé en avant-première que Stripe acceptera les paiements USDC donc sur Solana, Ethereum et Polygon. Vous voyez, donc le stablecoin, en fait, on pourra régler des transactions dans les entreprises, dans toutes les entreprises et les marchands qui proposeront les moyens de paiement. En fait, on pourra régler les choses en USDC, en stablecoin USDC, sur les blockchains Solana, Ethereum et Polygon. Donc ça va clairement aider à l'adoption massive des cryptos. On a besoin de ça pour régler les transactions rapidement et on va pouvoir régler en USDC directement. Et j'ai l'impression, hein, je ne sais pas pour vous, mais plus je lis les actualités, plus je me rends compte que les stablecoins vont être nos moyens de transaction par défaut. En fait, là, on échange en dollars, en euros, tout ça, dans le monde d'aujourd'hui. Mais dans le monde de demain, on échangera aussi en dollars, euros, mais en dollars, euros, crypto. C'est-à-dire que les stablecoins, c'est des cryptos stables qui répliquent les cours du dollar et de l'euro. J'ai l'impression que les stablecoins sont en train de prendre toute la place pour nos futures liquidités, pour les moyens de transaction plus tard, à travers la blockchain, tout ça. Et bien sûr, l'USDC, qui est un stablecoin américain, qui suit le dollar américain, voilà, va être proposé voilà, depuis les plateformes, les blockchains Solana, Ethereum et Polygon. Donc c'est pas mal. Ici, surtout là, on se concentre et bien sûr, ça va passer aussi via la blockchain, enfin le portefeuille Phantom. Donc, je vous ai montré MetaMask, qui est le portefeuille de l'écosystème Ethereum. Et bien, Phantom, c'est le portefeuille de l'écosystème Solana de base. Mais je crois que Phantom s'est diversifié et maintenant propose, est un portefeuille qui est aussi sur l'écosystème Ethereum et Polygon, si je ne me trompe pas. Mais à la base, Phantom, c'était exclusivement sur le portefeuille de l'écosystème Solana. Donc pour accéder au service de Solana, il fallait télécharger le wallet Phantom, le portefeuille Phantom, avoir un compte et ensuite aller à travers ce portefeuille, aller s'exposer au service de Solana. Donc voilà. Maintenant, Visa, la célèbre entreprise Visa que vous connaissez tous, hein, Visa, Mastercard, bah Visa ici déclare le tableau de bord de Visa révèle que Solana a le volume total de transactions stablecoin le plus élevé par rapport à toutes les autres blockchains. Vous voyez, donc le volume total de transactions stablecoin, donc la liquidité en stablecoin là, bah, le volume le plus important c'est sur la blockchain Solana. Ça prouve que le réseau Solana est bien plus utilisé parce que si c'est là-bas où il y a le plus de volume de transactions en stablecoin, c'est-à-dire que c'est là-bas où il y a le plus de liquidité qui circule. Et donc c'est sur le réseau Solana qu'il y a le plus de liquidité, qu'il y a le plus de transactions en stablecoin. Ça montre la force du réseau Solana. Et là, venez, voyez l'image, bien c'est devant juste la Binance Smart Chain, ensuite devant Polygon, et après Tron, Arbitrum, Base et Ethereum. Vous voyez qu'Ethereum est très loin en termes de volume de transactions. Pourquoi? Parce que Ethereum a des frais trop élevés et les transactions sont très lentes à être effectuées parce que la blockchain Ethereum est très vieillotte, on va dire. Donc Solana, largement utilisé devant la Binance Smart Chain, la blockchain de Binance. Donc, en attendant encore des actualités décidément sur Solana, Pantera acquiert les sols à prix réduit. Donc, Solana est en train d'être investi par les fonds d'investissement qui rachètent. Depuis que FTX a vendu aux enchères les Solana qui leur restaient, parce que FTX a fait faillite, vous le savez que l'histoire d'FTX, bah, on a des fonds comme Pantera Capital ici qui rachètent les Solana à bas coût. En fait, les Solana vendus sont immédiatement rachetés par les fonds. Ce qui fait que Solana est racheté par des fonds et bah, ça va alimenter le prix de Solana. Surtout que ici, des rapports sont sortis, hein. Les investisseurs sont plus optimistes à l'égard de Solana. Les investisseurs institutionnels semblent élargir leurs expositions aux altcoins, y compris Solana. Vous voyez ? Donc CoinShare a constaté une augmentation significative du nombre de portefeuilles institutionnels. Près de 15% des investisseurs interrogés par CoinShare ont déclaré avoir investi dans le sol. C'est, voilà, tout simplement, les institutionnels s'exposent beaucoup à Solana et investissent à Solana. Maintenant, quand on regarde dans les faits, c'est d'abord Bitcoin et Ethereum qui dominent, hein, en termes d'investissement.
par les institutionnels. Ensuite, on a des multi-assets. Je pense que c'est les stablecoins peut-être. Et ensuite, Solana vient derrière. Et après, Polkadot, Cardano. Et ensuite, le reste. Mais vous voyez, Solana est voilà, voilà, pas très loin de Ethereum et Bitcoin en termes d'investissement de la part des institutionnels. Donc, voilà par rapport à ça. Je vais télécharger cette image. Voilà, comme ça, je l'ai. Et donc, voilà, hein, pour Solana, c'est du tout bon. Maintenant, en termes de stablecoin, hein, si on revient sur le stablecoin, le sol du USDT. Le USDT, c'est le plus gros stablecoin du marché, devant l'USDC. La crypto qui réplique le cours du dollar américain. Voilà, détenu par les exchanges. Donc, l'USDT détenu par les exchanges est en forte hausse ces dernières semaines. Parmi les interprétations envisageables, il est possible que de nombreux investisseurs aient récemment vendu leurs actifs contre de l'USDT et les conservent sur les plateformes d'échange dans l'attente d'investir à nouveau ou non. Mais c'est vrai que là, on voit une augmentation du USDT sur les exchanges. C'est-à-dire que en fait, les investisseurs ou les traders là ont échangé leurs cryptos contre de l'USDT et attendent peut-être une correction. Donc les investisseurs attendent un bon point d'entrée. Quand je dis les investisseurs, les traders, voilà, comme vous voulez. Mais en tout cas, beaucoup se sont remis en USDT en attendant, donc en crypto stable. En fait, ils sont comme en dollars là, et ils attendent un point intéressant, un point d'entrée intéressant pour à nouveau échanger leurs USDT contre une crypto et acheter une crypto en fait, qui pourrait exploser après son cours. En attendant, regardez, ce genre de transfert, c'est pour acheter. Hein. Là, on voit des énormes transferts d'USDC. Donc, on a des baleines là qui déplacent leurs USDC là. Et en général, ce genre de transfert, c'est pour acheter. Hein. Quand on déplace des gros montants d'USDC d'exchange à un autre ou des choses comme ça, c'est pour se préparer à acheter des cryptos. Donc là, il va y avoir des achats massifs qui vont arriver. Et peut-être qu'ils vont coïncider avec la prochaine phase, deuxième phase du bull run là. Donc, l'actualité de la journée, en tout cas côté crypto, c'est la banque américaine BNY Mellon qui révèle avoir acheté du Bitcoin. Donc là, c'est pas n'importe quelle banque, hein. C'est la plus ancienne banque américaine de l'histoire. Il n'y a pas plus vieille banque que celle-là. Et ils ont révélé dans leurs documents fournis à la SEC son exposition aux ETF Bitcoin, spot de BlackRock et Grayscale. Donc ils sont exposés, ils ont acheté directement des ETF pour leur compte. Donc une banque qui accumule du BTC, qui l'eût cru. Donc ça y est, ça commence pour les banques. Et là, pourquoi je souligne ça? Parce que c'est la plus ancienne banque. Donc la plus ancienne banque, normalement c'est des banques dinosaures, ils ne devraient pas trop aimer tout ce qui est moderne comme le Bitcoin. Et bien là, on a la plus ancienne banque qui achète la révolution Bitcoin, on va dire. Ce nouveau moyen de système monétaire qui est le Bitcoin, c'est acheté par la plus ancienne banque de l'histoire américaine. Donc ça montre que voilà, même les dinosaures ont compris que l'ère Bitcoin est là, on va dire. Donc ça, c'est magnifique. Maintenant, voilà, en termes du prix du Bitcoin, et on en finit là, voilà, on est sur une phase parabolique et justement, on est ici et on attend voilà, hein, la prochaine hausse là pour continuer cette phase parabolique. On est sur la pente parabolique. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas au lieu de casser et aller en dessous là. Donc, on attend la suite qui doit nous emmener en haut de cette parabolique là, de cette ligne blanche là, en haut ici là. Donc on verra ça, on espère. Donc voilà pour cette vidéo. Les cryptos là, c'est plutôt mitigé. Hein. Pourquoi? Parce que le Bitcoin ne bouge pas trop. Hein. 63 000, ça range autour de 63-64. Le Bitcoin est à plat hein, depuis plus d'une semaine. Donc les cryptos, elles, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. On se retrouve pour d'autres actualités. Hein. En attendant, force à nous. Hein. Allez, bonne soirée, bon week-end et on se retrouve. Allez, à plus.